Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous prenez bien soin de vous. Aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo sur Cuba et vous expliquer comment cette île a basculé dans le nouvel ordre mondial. J'attire votre attention sur le fait que ce sont mes propres analyses, basées sur mes propres recherches et observations, car les Cubains eux-mêmes pensent encore qu'ils sont dans la prolongation de cette révolution de Fidel Castro afin de combattre l'impérialisme. Je tenais à dire que je ne suis pas là pour défendre Fidel Castro, car comme vous le savez, toutes ces personnes étaient des francs-maçons. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, les dirigeants d'un pays sont mis en place par l'élite. Certains suivront leur plan et d'autres se rebelleront. C'était le cas de Fidel Castro, Chavez, Saddam Hussein ou encore Kadhafi. Leurs discours et leurs actions laissent entrevoir un côté positif qui nous dévoile la vérité, pour ceux qui en ont conscience. Les inconscients seront sous emprise et croiront que les gouvernements sont là pour les protéger. Fidel Castro était au pouvoir depuis 1959. Il a cédé le pouvoir à son frère Raoul en 2006. Aujourd'hui, et on le verra plus tard, le nouveau président est Miguel Díaz-Canel. Il est important de traiter ce sujet, car cela démontre que le nouvel ordre mondial est bien présent aujourd'hui et que cette dictature est bien implantée. On en parle depuis longtemps, mais là tout se concrétise et tout s'accélère. L'embargo des États-Unis contre Cuba est un embargo économique, commercial et financier mis en place le 3 février 1962, à la suite des nationalisations expropriant des compagnies américaines. Jusqu'à aujourd'hui, l'embargo est officiellement toujours en place, ce qui en fait le plus long embargo commercial de l'époque contemporaine. Sous la présidence de Jimmy Carter, les Américains d'origine cubaine furent autorisés à aller à Cuba entre septembre 1977 et avril 1982. L'embargo a été une nouvelle fois assoupli sous la présidence de Barack Obama. En mars 2009, le Congrès autorise les citoyens américains d'origine cubaine à se rendre à Cuba une fois par an, puis le 13 avril 2009, le président annonce la fin des restrictions sur les voyages et les transferts d'argent des Américano-Cubains vers l'île. Il est alors encore interdit d'envoyer de l'argent à des membres de la fonction publique ou de l'armée cubaine. La loi Helms-Burton est une loi fédérale américaine. Depuis 1996, le titre 3 de la loi avait été suspendu par tous les présidents américains, y compris par Trump, grâce à une disposition spécifique, suite à un mémorandum d'entente entre les États-Unis et l'Union européenne. Sa réactivation a plusieurs objectifs. Empêcher la concurrence déloyale des investissements directs d'entreprises étrangères à Cuba, alors que les entreprises américaines ne peuvent pas y investir du fait de l'embargo. Imposer l'extraterritorialité du droit américain sur le plan international, comme en Iran. Asphyxier économiquement l'île pour renverser le régime castriste, alors que la Havane connaît des difficultés économiques. Et satisfaire enfin aux exigences des exilés cubano-américains installés en Floride, un état clé pour l'élection présidentielle américaine de 2020. Cuba fait partie du mouvement des non-alignés. Ce mouvement est une organisation internationale qui se définit comme n'étant alignée ni avec ni contre aucune grande puissance mondiale. En effet, ce mouvement né durant la guerre froide visait à regrouper les États qui ne se considéraient comme alignés ni sur le bloc de l'Est, ni sur le bloc de l'Ouest. L'Arabie saoudite en fait partie. Cela est quand même très étrange. Serait-ce une stratégie? Selon un article de 2010 d'un journal britannique, Cuba consacrerait environ 10% de son budget à l'éducation, alors que le budget pour le Royaume-Uni s'élève à 4% et à 2% pour les États-Unis. À Cuba, l'école est gratuite, du jardin d'enfants à l'université. On y enseigne tout type de matières, les matières de base comme les maths, mais on y retrouve surtout beaucoup d'activités physiques et culturelles comme le chant, la musique, la danse. On y apprend aussi les plantes médicinales dès le plus jeune âge. La pratique d'un sport est fortement recommandée à Cuba. Fidel Castro disait que cela participait au bon développement de chaque individu. Les sports nationaux sont le baseball et la boxe. Les sportifs ne seront jamais professionnels, ils restent amateurs toute leur vie. C'est pourquoi beaucoup de sportifs quittent l'île lorsqu'ils sont détectés par des étrangers et deviennent ensuite professionnels dans leur pays d'adoption. C'est la même chose pour les artistes, comme par exemple les chanteurs. Ils seront reconnus localement mais n'auront pas un plus grand salaire que les autres. Les personnes du troisième âge sont très bien traitées à Cuba. Les maisons de retraite n'existent pas. Elles peuvent venir cependant chaque jour dans les centres pour personnes âgées, appelés Círculos de Abuelos. Ce sont des foyers qui les reçoivent et dans lesquels le personnel s'occupe d'eux. Ils font beaucoup d'activités physiques, mangent équilibré et font des activités qui leur permettent de travailler leur mémoire. Ces personnes rentrent chez leur famille ensuite, mais passent la journée dans ces centres. À Cuba, on dit que séparer les personnes âgées de leur famille peut créer chez eux un traumatisme. Ils ont besoin d'être entourés et de sentir l'amour de leurs proches. Un jour, une de mes amies cubaines venait de perdre sa grand-mère de mort naturelle.
sa grand-mère qu'elle adorait. Et elle m'a dit, tu vois, pourtant elle était encore jeune. Elle avait 92 ans. J'étais étonnée, car en Occident, beaucoup de gens meurent avant et seuls surtout, dans des maisons de retraite loin de leurs proches. Et on les trouve âgés. Dans les années 90, il y eut une crise économique très grave, et le pays a eu besoin de nourrir à nouveau le peuple par ses propres moyens. Il n'était plus possible de maintenir l'agriculture extensive telle qu'elle s'était généralisée, avec son utilisation massive de pesticides et d'engrais chimiques, car le pays n'avait tout simplement plus ses produits. Il a donc fallu revoir entièrement le mode de production, revenir à des formes d'agriculture plus responsables et plus durables. Je peux confirmer que les fruits et légumes ont un goût exceptionnel là-bas, et se soigner par l'alimentation est aussi possible. De tous les pays du monde, Cuba est un cas unique. Malgré la présence de varroa, un acarien hautement pathogène et absence de tout traitement, la production de miel par ruche atteint des niveaux records. Pour cause d'embargo, les agriculteurs cubains n'ont pas eu accès aux produits phytosanitaires pour protéger leur culture. Un article publié dans The Guardian en février 2016 montre que ce fut un mal pour un bien. Bio malgré elle, l'île est aujourd'hui le seul endroit au monde où les abeilles sont en bonne santé. Le miel bio cubain s'exporte très bien et l'apiculture s'y développe. Cuba a une médecine très développée et du matériel très sophistiqué, et ils utilisent leur médecine traditionnelle pour soigner. Dans les pharmacies, on retrouve de nombreuses plantes qui soignent. Les médecins cubains ont fait il y a quelque temps une étude afin de créer un traitement en fonction des gènes des individus. Comme chaque personne est unique, la généralisation, comme le fait la médecine occidentale, est quelque chose de très grave. En effet, les effets secondaires des médicaments tuent beaucoup plus que la maladie elle-même, car les médicaments restent dans le sang toute la vie et une maladie peut même se déclencher plusieurs années après. Cuba est soutenu par la Chine depuis quelque temps, et ils se sont associés pour créer des médicaments ensemble. C'est le cas de l'interféron, utilisé pour soigner le coronavirus. Un jour, un guérisseur cubain m'a dit que tout se soignait à Cuba, et effectivement, j'ai pu le confirmer avec le temps. Je vous ai mis l'extrait d'un article qui date de 2019. Cet homme a mis au point un remède pour soigner le cancer, et il fonctionne très bien. À Cuba, les gens cherchent et trouvent. Ils n'ont pas le choix. Ici, on a tout à portée de main. Et on attend en plus une aide extérieure, une assistance, car on en est encore au stade de la victimisation. La majorité des gens viennent me voir pour se soigner, mais ils refusent de faire le nécessaire de leur côté. Ils ont besoin de cette maladie pour qu'on les plaigne. Et c'est dur à dire, dur de voir la vérité en face. Mais si on se prenait tous en main, on n'aurait plus besoin de médecins. À Cuba, tout comme dans d'autres pays du tiers-monde, les gens veulent s'en sortir. Car comme ils disent là-bas, hay que inventar. Il faut inventer, dans le sens où il faut trouver une solution. Pendant cette longue période de pandémie, le gouvernement cubain a distribué un médicament homéopathique pour renforcer les défenses immunitaires du peuple. Internet est arrivé très tard sur l'île, car Fidel Castro disait que c'était de l'espionnage. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de censure et pas mal de sites interdits. On retrouve des points Wi-Fi depuis 2013 dans certains endroits. Ils sont plus nombreux dans les grandes villes et surtout dans la capitale. Les abonnements Internet sont très chers, c'est pourquoi très peu de foyers sont équipés. Une heure de connexion coûte 1 CUC, l'équivalent d'un dollar. Le salaire moyen d'un Cubain est de 15 dollars, donc on peut remarquer qu'ils ne peuvent pas se connecter régulièrement. Fidel Castro était un rebelle, et il s'est toujours battu contre l'impérialisme, et a toujours défendu les peuples opprimés. Cuba offre des bourses à des étudiants étrangers originaires de l'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, afin qu'ils aient une formation et un diplôme en rentrant dans leur pays. Ils envoient également des brigades de médecins dans certains pays qui le nécessitent. Le peuple cubain disait de Fidel Castro qu'il était égoïste, car il ne pensait pas assez à son peuple, mais plus à résister contre le géant du Nord. Beaucoup de Cubains ont quitté l'île pour trouver la liberté aux États-Unis. Ces Cubains sont des dissidents et sont les alliés des Américains. À partir de 2012, nous nous rendons bien compte que le mouvement des non-alignés prend un tournant. Ses membres commencent à parler ouvertement du nouvel ordre mondial, ce qui est vraiment étonnant pour un mouvement qui se dit vouloir préserver les pays du tiers-monde et aller jusqu'à réformer l'ONU. Les années ont passé et l'ONU est toujours là, et elle fait même la promotion du nouvel ordre mondial. Ces actions servent à faire croire au peuple que des solutions existent et qu'ils sont protégés. Mais il n'en est rien. Depuis plusieurs années, on assiste à une recrudescence des conversions à l'islam en Amérique latine. Des petites communautés fleurissaient partout dans les pays comme le Mexique ou la Colombie. Depuis quelque temps, l'Arabie saoudite s'en mêle.
Ils arrivent avec leurs valises pleines de billets et leurs magnifiques projets, et séduisent les pays et les communautés musulmanes qui ont du mal à s'en sortir. À Cuba, par exemple, ils financent le mois de Ramadan, les réfections de bâtiments, mais financent aussi des bibliothèques, des laboratoires de langue arabe et comptent construire une immense mosquée. Ils invitent les Cubains convertis à faire le pèlerinage à la Mecque. Ces croyants sont hypnotisés par l'argent et les beaux projets. Entre l'Amérique latine et le Moyen-Orient, un lien s'est tissé. Ces deux régions du monde sont éloignées, mais proches à la fois. Un pont spirituel s'est construit, et l'Arabie saoudite le détruit. En 2016, Barack Obama s'est déplacé à La Havane avec sa famille. Il a rencontré le président Raúl Castro dans le but de rétablir les relations diplomatiques entre Cuba et les États-Unis. Il a prononcé la phrase Todos somos americanos, nous sommes tous américains. Cette phrase est très importante, puisqu'elle symbolise l'unification du continent américain. Cuba était jusque-là le point noir qui empêchait cette unification. Alors pourquoi unir ce continent? Tout simplement pour se diriger tout doucement vers le nouvel ordre mondial. Alors si on récapitule, l'Arabie saoudite qui contrôle l'islam en Amérique latine et à Cuba surtout. La rencontre entre Barack Obama et Raúl Castro. Et oui, Cuba se rend définitivement. Pour éviter d'éveiller les soupçons chez le peuple cubain, il continue de jouer le jeu en maintenant l'embargo. La guerre entre les USA et Cuba se renforce, et les Cubains continuent à croire en la révolution de Fidel Castro. Ils clament haut et fort. Nous nous battrons contre l'impérialisme et nous vaincrons, disent-ils. Mais les signes ne trompent pas. Cuba s'est rapproché du Maroc depuis 2017, un pays pro-américain avec lequel il n'était plus proche depuis 39 ans, parce que Fidel Castro avait reconnu la RASD, la République arabe sahraoui démocratique, fondée par le Front Polisario, un mouvement indépendantiste sahraoui. Lors du dernier congrès du mouvement des non-alignés, il faut savoir que le président cubain n'a pas soutenu le Front Polisario, alors que Cuba les soutenait depuis les années 80. Et voici la confirmation qui indique que Cuba est bien en route vers le nouvel ordre mondial, si ce n'est pas déjà fait. Un nouvel ordre mondial basé sur la solidarité humaine et la justice, ce qui permettrait de préserver la population des guerres et des souffrances qu'elles causent, disent-ils. Le nouvel ordre mondial, c'est cette dictature mondiale qui privera tous les peuples de leur liberté. Il réunira tous les milliardaires de tous les pays et une élite internationale dominera. J'ai retrouvé cet article de 2011 qui rappelle que l'ancien président de l'Iran appelait aussi à un nouvel ordre mondial. Alors c'est à peu près dans la même période que le congrès de 2012 du mouvement des non-alignés, dans lequel il parlait du nouvel ordre mondial aussi, comme quoi tout est lié, et même les pays que l'on pensait épargnés en font aussi partie. Alors ils disent toujours qu'ils veulent le bien des êtres humains, afin d'endormir les peuples, mais malheureusement ce sera tout l'inverse. Pour en revenir au coronavirus, je suis étonnée de voir que les Cubains suivent les ordres de l'OMS. Ils se confinent, ils se masquent, car en général, et surtout qu'ils ont une médecine hors pair, ils ne se préoccupent pas de ce que pensent de telles organisations. Cela démontre bien que les choses ont changé. Alors, récemment, je suis tombée sur un article du mois d'avril dernier qui explique que le but de ce virus est de ridiculiser nos dirigeants devant leur peuple pour qu'ils les désavouent. Ce sera donc plus facile pour eux d'annoncer le début du nouvel ordre mondial, cette dictature mondiale. Selon l'auteur de cet article, nous serions dans le nouvel ordre mondial depuis le 16 mars dernier. Cela ne m'étonnerait pas, car toutes les nations sont en train de couler, les unes après les autres. On retrouve donc ici certains pantins de l'élite. Les gens du spectacle et les politiciens se connaissent, à tel point qu'ils sont de très bons amis. Ils collaborent ensemble pour bâtir soi-disant un monde meilleur, alors que c'est tout l'inverse. Méfions-nous de ces gens, car ils sont très dangereux. En tout cas, ils ne se cachent plus. Il faut que cela cesse, car nous ne pouvons pas envisager un monde contrôlé par des milliardaires psychopathes. Agissons, dès maintenant. Ne perdons pas confiance et gardons la foi. Notre rêve est réalisable. Je vous souhaite à tous une très belle journée remplie de lumière. Et je vous envoie beaucoup d'amour, car l'amour est notre arme. À bientôt.